Et bonjour et bienvenue sur Œil Bleu. Je suis Hélène Ducrot et je vais vous parler de créativité avec l'autrice Nancy Gilbert qui a bien voulu répondre à cette invitation. Nancy qui a écrit le livre All Soul qui m'a bouleversée. C'est super intéressant la manière dont tu as travaillé et dont tu as réussi à écrire ce projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et sur le livre? Ah, sur moi, c'est compliqué. Sur le livre, c'est plus facile. Déjà, bonjour et merci à toi pour cette interview. Voilà, ça me fait super plaisir de parler de ce livre qui me tient vraiment beaucoup à cœur. En fait, pour ce livre, j'ai commencé par la fin. Parce que toi qui connais l'histoire, tu vois comment j'ai un peu tricoté les personnages. Et en fait, l'idée, alors je peux pas le dévoiler, voilà, mais l'idée m'est venue principalement avec Emma et Brindy. Et c'est comme ça que j'ai détricoté le fil. Ah, ok, ok. Bah, c'était une de mes questions. Ouais. De mes Je suis questions. partie de la fin, en fait. Ok, ok. Et donc oui, c'est une image forte qui te vient. Et ensuite, tu construis ça au fur et à mesure. Donc après, C'est ça. ce travail de détricoter comme... mais en fait, ça va être difficile d'en parler sans parler de la fin, Ça du va coup. être difficile, ouais. Ouais, ouais. En fait, j'ai un carnet. Pour chaque roman, j'ai un carnet. Et en fait, alors on verra pas trop, donc c'est bien. Mais en fait, j'ai tous les personnages là que je mets, que j'accroche les uns avec les autres. Ça me prend beaucoup de temps en amont du roman de construire les connexions entre les personnages. En fait, c'est super important. Je trouve que voilà, l'intrigue se tient pas tant qu'on n'a pas des personnages qui sont vraiment incarnés. Et du coup, je les assemble les uns avec les autres. Alors parfois, ils changent d'identité, ils changent de famille, ils deviennent frères, sœurs, ennemis. Enfin voilà, tant que j'ai pas voilà le tissage entre les personnages, je peux pas démarrer le roman. D'accord, ok. Donc en fait, tu laisses vaquer un peu ces idées. Comment tu fais? Tu écris des scènes, tu... J'ai un personnage en général qui est dans ma tête, qui ne bouge pas. Donc là, en l'occurrence, c'était Emma et Brindy. Donc en fait, le personnage ne bouge pas et je me dis bon, qu'est-ce qu'il veut raconter, où il va et ça mûrit. Des fois, ça me prend 2, 3, voire plus, 2, 3 mois en fait, hein, pour que ça, que je sache vers où je vais, ce que je veux raconter, ce qu'ils vont rencontrer, pourquoi ils sont là, ce dont j'ai envie de parler, là où je veux les situer. Parfois, je change l'endroit parce que ça me convient plus. Donc voilà, c'est tout un travail d'investigation avant, mais qui commence souvent par les personnages. Ok. Est-ce que tu dis que tu passes 2, 3 mois à laisser maturer l'idée et le projet? Au Euh, moins. Mm. Oui, c'est ça, c'est parce que moi je me dis, moi j'ai un roman qui est même pas encore tout à fait fini. Ça fait 8 ans que je suis dessus. Donc voilà, c'est ça aussi qui fait que toi, tu as une biographie énorme, tu as plein de livres. Et donc, est-ce que tu dis que écrire, c'est ton métier? Est-ce que écrire des romans, c'est ton métier? Est-ce que c'est ça qui te définit en premier? Oui, c'est devenu mon métier, bien sûr. Au début, moi, avant, j'étais professeure des écoles. Je savais pas du tout comment on devenait autrice, en fait, hein. C'était pas, j'avais pas reçu d'autrice, d'écrivaine, d'illustrateur dans ma classe quand j'étais petite. Donc, c'était très abstrait comme notion. Et par contre, j'écris depuis que je suis toute petite. J'ai des tout petits carnets que je montre aux enfants, j'en ai là. Je les vois pas loin. Voilà, donc on voit en fait que j'étais déjà voilà, avec cette notion de lieu, déjà, les personnages. Je Déjà dans montre la aux enfants forêt. que, ouais, dans la forêt, ça change pas. Toujours des forêts. Et on voit déjà que je mets hauteur ici, voilà. Ah ouais. Donc tu dessinais aussi. Tu faisais pas Alors, que... c'était ma petite sœur qui dessinait. Donc, je la tannais, voilà, pour qu'elle fasse les dessins. Et en fait, je crois que je fais ça depuis que je suis toute petite, hein. Dès que j'ai su tenir le crayon, ça partait tout seul. En fait, j'avais plein d'imagination.
tout le temps, même à l'adolescence, j'écrivais vraiment souvent, beaucoup. Après, à l'âge adulte, je me suis un peu calmée parce que j'avais moins de temps, les études et tout ça. Et puis, j'y suis revenue, en fait. J'ai fait mon mémoire sur la littérature de jeunesse à l'UFM, toujours passionnée par les livres, grande lectrice et voilà, écrivaine en herbe depuis que j'ai 6-7 ans, quoi. D'accord. Et du coup, c'est aussi par là que enfin, tu fais beaucoup d'interventions dans les écoles aussi. Justement, tu disais que tu rencontrais les enfants, tu parlais Ouais. de la manière de devenir auteur, en fait. Oui, ouais, ouais, ouais. En fait, je vais vraiment de la maternelle jusqu'au lycée. J'interviens dans les médiathèques et puis un peu partout où on m'invite parce que moi j'aime bien varier aussi les lecteurs et les lectrices. Donc tu vois, je vais aller dans les centres sociaux, dans les hôpitaux, je suis déjà allée en prison. Voilà, moi j'aime bien changer de lecteur, de lectrice, enfin varier. Ça se retrouve aussi dans mon travail. J'aime bien varier les projets en fait. Sinon je m'ennuie vite et voilà, il y a des moments où j'ai besoin d'écrire court, un texte intense, un album vraiment comme une flèche. Il y a des moments où j'ai besoin de m'immerger avec des personnages, donc un long roman. Après, j'ai des commandes aussi. Et donc, c'est pour ça que ma bio est assez éclectique parce que je me dis, bah voilà, je suis humaine, nous c'est pareil. Des fois, on a envie d'écouter une musique triste, une musique joyeuse, d'aller au cinéma voir une comédie ou un grand drame. Et c'est pareil quand j'écris. J'ai vraiment Euh, besoin de ça. Tu as quand même un axe assez jeunesse. Même si Oui, ça va de la jeune enfance jusqu'à ah oui, l'adolescence, j'ai pas vu vraiment de non. adulte. J'ai des romans comme Point de fuite ou Le sourire du diable, là dernièrement et derrière nous le silence, même All Seul, qui tire vers ce qu'on appelle le young adulte, donc qui touche aussi le public adulte. Tout le monde me demande quand est-ce que je vais écrire pour les adultes, sauf que je trouve que les adultes sont déjà touchés par mes livres et que pour moi un livre n'a pas d'âge, clairement. On peut être hyper touché, pleurer devant un album ou s'émerveiller, mais c'est vrai que j'y songe et puis bah oui, pourquoi pas. Après, on franchit les paliers hein, Oui, non, mais dans c'est la marrant. tête. Oui, c'est ça, ce que tu dis. Enfin, non, je disais pas ça de manière négative ou Ah juge. oui, non, non. C'est- je dis pas que ça doit forcément être une étape. C'est un peu comme dans le cinéma, on dit souvent, oui, il fait du court-métrage avant d'arriver au long, comme si Mmh. c'était une finalité en soi. Voilà, moi, je crois que je ferai toute ma vie du court-métrage, ça me pose pas de problème. C'est Euh, ça. et ben, du coup, c'est un peu pareil Mmh. pour l'écriture, je pense. On se Ah, moi, fait. je suis hyper fière hein, d'écrire pour les enfants et les ados. C'est un public super exigeant, hyper cash. Ils te laissent rien passer. Quand ils aiment pas, ils te le disent. Ils ont toute leur fraîcheur, leur oui, leur non. Donc, moi, quand j'accroche un ado non lecteur, c'est une super victoire, en fait. Donc, j'ai aucune. Voilà, je me sens pas du tout. C'est juste que je me dis, j'ai envie d'essayer, en fait. C'est comme un nouveau défi. C'est comme quand je suis passée au roman ou que je tente une BD. Pour moi, c'est des challenges, en fait. Mais je me sentirais pas plus fière d'écrire pour les adultes. Je trouve Bon, que c'est une manière de considérer son lecteur. Pour moi, un lecteur enfant est largement aussi important qu'un lecteur adulte. Donc, d'écrire pour les enfants, pour les adultes. Arriver à toucher un enfant, c'est pas évident. Donc, contrairement à ce qu'on croit. Voilà. oui. Ben voilà. Oui, c'est clair. Non, Donc, mais un enfant, il se désintéresse très vite. Hein. Si le livre lui plaît pas, au bout de 3 pages, il abandonne. L'adulte, il est un peu plus opiniâtre. Donc moi, quand un enfant est touché, qui me dit non, c'est Gilbert, ton livre, je l'ai lu, quand un ado vient me voir ou m'écrit, ça me procure largement, enfin, j'ai pas besoin de la reconnaissance. et justement, comment, parce que du coup, tu as ce travail-là où tu vas voir en direct les enfants, mais quand tu écris, tu dois passer par un éditeur. Est-ce qu'il y a une forme de censure ou justement qui dit ah non, mais ça pour les enfants, quand même, c'est un peu dur. Est-ce que tu as déjà eu ce problème à surmonter Oui, bien sûr. Puis ça dépend les éditeurs. C'est pour ça que je choisis aussi à qui je donne mes textes. Je me dis, cet éditeur-là, c'est même pas la peine.
il va être trop à cheval, il va vouloir faire trop attention au lecteur, aux lectrices, il va vouloir toucher le plus grand nombre, donc on va éviter certains sujets trop compliqués, trop sensibles, trop difficiles. Donc je me dis, c'est même pas la peine, en fait, d'aller le lui proposer. Parce Il que faut un là, éditeur qui les épaule, en fait, pour supporter parfois les romans que j'écris. parce Donc, que là, Old Soul, il touche quand même des thèmes, enfin, beaucoup de thèmes sensibles, hein. c'est ça, Pas avec le dos de la cuillère. c'est ça. Euh, Donc je suis allée vers un éditeur, voilà. Je savais que les éditions courtes et longues porteraient le roman et n'auraient pas peur, en fait, de le défendre. C'est comme les éditions Gulfstream, voilà. Les éditions des Ronds dans l'eau, ce sont des éditeurs qui n'ont pas peur voilà, pas peur d'aborder des sujets sensibles, ouais, puis qui le revendiquent aussi, et voilà. Ils sont capables de tout aborder. Il peut y avoir du comique dans leur collection, de l'humoristique, du doux et du piquant. Donc, moi, je sais que je peux aller vers eux. Je sais ce que je peux leur confier, en fait. et oui, donc ça répond à une de mes questions. Je me demandais, parce qu'effectivement, dans ta biographie, tu as tu as énormément de livres et plein d'éditeurs. Du coup, est-ce que ce rapport à l'éditeur, il est forcément toujours remis en question à chaque ouvrage, ou est-ce que tu as une forme de fidélité avec certains éditeurs, tu vas leur proposer? Alors, j'ai une forme de fidélité, mais pas une fidélité exclusive, parce que je trouve que c'est trop dangereux. On est des humains, donc on a des caractères, les choses changent. Et moi, j'ai pas du tout envie d'être coincée avec un seul éditeur ou une seule éditrice. Pas du tout, du tout. On sait jamais ce qui peut arriver, hein. Donc voilà, j'ai besoin de travailler avec plusieurs personnes différentes, et en plus, je trouve que ça me scléroserait de travailler avec le même éditeur, la même éditrice, d'avoir toujours le même genre de correction, le même genre de demande. Enfin, pareil, je m'ennuierais. Il me faut des challenges, donc je vais toucher à plusieurs éditeurs. C'est hyper riche, en fait, parce que du coup, ils fonctionnent pas tous de la même façon. J'apprends plein de choses. Ils ne corrigent pas non plus tous de la même façon. Ils n'ont pas les mêmes attentes. Du coup, je trouve que j'apprends beaucoup. Après, je les choisis, ça c'est sûr. Il y en a avec qui je ne travaillerai plus jamais. En album, je parle parce que je viens vraiment au départ de l'album. En roman, pour l'instant, ça va. Mais voilà, il y en a, j'ai plus envie de travailler avec eux parce qu'ils m'ont rien apporté, en fait. Un bon éditeur, il t'aide à, on le disait avec Jean-Paul de Rose et tout ça, un bon éditeur t'aide à accoucher aussi d'un texte. Il va te dire d'aller plus loin, de creuser tel personnage. Il va être très attentif à la façon dont tu as formulé. Et ça, c'est un bon éditeur, une bonne éditrice sur lequel tu peux compter, quoi. Qui va voir les petites failles de ton roman, te dire, voilà, ça c'est important pour moi. Un éditeur qui valide de tout, ça me fait très très peur. Je me dis, c'est pas possible, en fait, parce que forcément, il y a plein de choses ou que j'ai pas vues, ou on peut me dire d'aller plus loin. Donc, ouais. Ok, ouais, ok. Ah, mais c'est super intéressant parce que du coup, enfin, est-ce qu'il y a déjà des textes que tu as écrits et qui n'ont pas trouvé d'éditeur et pour lesquels tu t'es demandé si tu n'allais pas les sortir toi-même en auto-édition? Alors en album, oui, mais je me suis pas dit que j'allais les sortir moi-même parce que je trouve que les auto-éditions, c'est très courageux. Alors je dis pas que d'être auteur, c'est pas courageux non plus, mais l'auto-édition, c'est pour moi un autre métier. On devient soi-même éditeur, on doit défendre le livre, trouver l'imprimeur, courir tous les salons pour le vendre. Enfin, oh, je trouve que c'est un boulot, c'est à côté du travail d'auteur. C'est un deuxième un métier, hein. Je me sens pas les épaules pour ça. Moi, vraiment, je me sens les épaules pour écrire, pour transmettre, pour partager après avec mes lecteurs et mes lectrices. Mais tout le côté commercial à assurer derrière, le côté diffusion, je l'ai pas du tout. Je suis pas une commerçante. Donc, ce côté d'aller démarcher les libraires, enfin, il faut avoir des épaules super solides pour faire ça. Donc, non, quand un texte n'est pas pris, soit il reste de côté, soit je le transforme
c'est arrivé que certains textes d'albums qui n'avaient pas été pris, je les réutilise dans un roman, ou bien je casse la structure et je le refais complètement. Voilà. Pour les romans, ça m'est pas arrivé. Ils sont pris à chaque fois, mais les albums, ouais, j'ai plein de textes qui sont restés comme ça, qui verront peut-être jamais le jour, ou alors dont je me suis moi-même lassée, en fait, en me disant, bon, finalement. Il y en a, j'ai un peu de regret, mais voilà. Bah, des regrets, du coup, ça veut dire qu'ils sont encore là, peut-être qu'ils reprendront une C'est autre ça, plus tard, exactement. mais Exact. ouais, ce qui est difficile, c'est de justement toujours tout réinventer pour essayer de séduire quelqu'un qui va s'en emparer pour pouvoir le vendre. Ça, c'est quand même pas évident. Mais alors, du C'est coup, ça. quand tu as un nouveau projet, tu l'écris avec en tête une maison d'édition que tu connais ou c'est à force aussi d'avoir été dans les salons, d'avoir rencontré telle ou telle personne qui te fait envie de travailler avec elle ou lui ou Oui, maintenant, j'ai un petit réseau. Donc, quand j'écris, je sais à qui mon écriture plaît en tant qu'éditeur. Après, c'est pareil. Comme je te disais, j'aime bien les défis. Donc, j'aime bien aller toucher des nouveaux éditeurs avec qui j'ai pas travaillé pour voir un peu si ça peut coller. Et là, c'est ce qui se passe. Je vais travailler avec des nouveaux éditeurs. Toujours pareil, par souci de... Et puis aussi, tu vois, par exemple, Olsol, il va être super bien défendu par Courtes et Longues parce qu'ils ont ce roman de Nancy. Et donc, ils le défendent à fond. Si j'avais, tu m'avais demandé si j'avais posé, tu vois, euh, si j'avais proposé Et derrière nous le silence, je pense qu'ils l'auraient accepté, mais ça aurait peut-être été compliqué pour eux de défendre ces deux projets de Nancy Gilbert qui ont des thèmes parfois un peu similaires. Voilà. Je me dis, un autre éditeur va le défendre avec toute sa fougue d'éditeur sur ce sujet-là. Donc, je ne me vois pas proposer un roman trop semblable, enfin, pas semblable, mais voilà, si je propose quelque chose à courtes et longues, un nouveau roman, il sera vraiment différent. Ok. Bah, moi, ce qui m'a séduit, évidemment, c'était le loup et l'idée de parler des loups. Donc, ça, je l'ai vu sur la couverture. Et d'ailleurs, la dédicace que tu m'as faite, tu as dit que j'étais une amoureuse des loups. Et, et justement, ça invite à réfléchir à ma question. Comment tu as travaillé avec Féru? Alors, c'est l'éditeur. Je Ça, c'est connaissais même pas cette association. Moi, je défends un WWF très classiquement, ou les chiens guides d'aveugles, voilà, tu vois. Et en fait, c'est Courtes et Longues qui a démarché plusieurs associations. Et c'est Ferrus qui a répondu positivement. Ok. Et alors, du coup, comment toi, tu as travaillé sur comment tu as étudié le loup? Parce que c'est pas juste du fantasme quand il y a du loup, il y a des morceaux, des vrais morceaux de loup dans le livre et des Des vrais vrais morceaux, hein. Ouais. spécialistes. Et bah, tu vois, quand Brandy, elle parle de Kazan et de Barry Chien-Loup, ça, c'est vraiment des lectures que j'ai faites, moi. Et je pense que je connaissais les deux bouquins par cœur, quoi. Euh, Vraiment, je les ai lus et relus. Et c'est pas du loup fantasmé, comme tu dis, où le loup, il devient copain. Voilà, non. Le loup, il faut le respecter dans ce qu'il est. Mais par contre, moi, j'ai une grande, on va pas dire admiration, mais voilà. Pour moi, le loup, bah, pour reprendre, c'est un mal-aimé. Et je me dis, il est mal aimé parce qu'il est en concurrence avec l'homme. Tu vois, on parle par exemple des lions dans la savane qui mangent des gazelles ou des antilopes. Comme ces animaux-là sont sauvages, on va jamais traiter le lion de carnivore cruel. On va jamais. Le lion, c'est noble, c'est le roi des animaux, voilà. Et le loup, comme il s'attaque aux brebis et que les brebis sont aux hommes, voilà, il y a tout de suite cette notion et ben alors le loup devient un ami, quoi. Et moi, ça me révolte, en fait. Le loup est né loup, il faut bien qu'il se nourrisse. Alors, quand il est dans la nature, ben voilà, il va, quand on lit Kazan,
Paris chien-loup, ils chassent le caribou, ils sont dans la nature. Mais c'est vrai qu'un loup qu'on lâche près d'un troupeau, bah, il a son instinct de chasseur. Et oui, il va aller malheureusement trouver une brebis ou deux. Et moi, je suis pas là pour défendre qui des bergers, qui des loups. Mais je dis juste qu'il faut pas ostraciser le loup. C'est son instinct, il tue pour manger, mais il n'est pas pire que nous, les carnivores. Alors moi, je le suis de moins en moins, mais voilà, qui envoyons combien de moutons à l'abattoir, quoi. Et moi, ça me révolte de voir les gens s'indigner, alors que je me dis, ils sont les premiers à manger des steaks hachés. Et ça les dérange pas du tout d'envoyer autant d'animaux à l'abattoir, mais de dire que le loup, voilà, il faut le détruire. Ça me laisse songeuse, en fait. C'est assez incohérent comme discours. Du coup, ouais, le loup, ouais, je devais avoir 8, 9 ans quand j'ai lu ces romans qui sont quand même assez durs, hein. Euh, mais, mais le loup ne m'a jamais fait peur. Par exemple, il y a des enfants qui ont peur du loup, peur du loup. J'ai jamais eu peur du loup. Jamais, jamais. Au Ouais, contraire. là, je suis en train de travailler sur un film sur le requin. Et il se Oui, trouve que j'ai pu travailler avec enfin, j'ai rencontré une petite réunionnaise bah, elle avait 5 ans à l'époque. Donc, elle vivait que à La Réunion. Et son oncle avait beau était surfeur, donc il avait été mordu 2 fois par le requin. Il était défenseur du requin, donc voilà, elle n'avait pas peur du requin. Par contre, elle avait peur du loup. Il n'y a pas de loup à La Réunion. Et en fait, voilà, elle avait peur du loup parce que justement, à cause ouais, de... de tout ce qu'on véhicule. Personne n'a peur des lions. Un lion, c'est super dangereux. Enfin, je veux dire, des mettez hippopotames, apparemment, c'est ça le pire, et hein. les hippopotames, je veux dire, si on se met à courir au milieu de la savane, au milieu d'un troupeau de lionnes, ben, je suis désolée, mais voilà, la lionne, ça va rester, le roi lion, le peluche. Je suis désolée, mais courir au milieu d'un troupeau de lionnes, enfin, je sais pas, moi, mais bon, j'aime. C'est un animal sauvage, on peut pas dire forcément. On doit le craindre et le respecter. On doit pas. Mais moi, je me dis, si le loup est bien nourri, je pourrais me promener à côté d'un loup. J'aurais qu'une envie, c'est de le caresser. Je pourrais pas parce qu'il est sauvage, mais je n'ai absolument pas peur en fait. Le loup, il chasse, voilà, il va mordre parce qu'il se sent en danger. C'est pour ça que j'ai regardé énormément de films sur les loups, la façon dont on les soigne, voilà. Mais le loup, pour moi, n'est pas plus dangereux qu'un chien que je croise dans la rue, que son maître n'a pas bien dressé, qui est lâché sans laisse et qui va se jeter comme ça. Moi, j'ai déjà été mordue par un chien en pleine rue quand j'étais petite, donc parce que le propriétaire ne maîtrisait pas du tout le chien. Donc, je me dis, bon, voilà. Mm. Euh, et je suis aussi défenseuse des requins. J'ai écrit Opération Requin qui avait le prix Planète Bleue pour la défense des animaux. Et c'est pareil, il faut faire très attention quand on écrit sur ces animaux-là. Et c'est bien que les associations aient un œil dessus, justement. Je me dis, Férus, ils ont dû lire ce que j'avais écrit, ils l'ont validé. Là, c'était Nausicaa, ça se passe dans un grand centre dans le nord de la France, à Boulogne, qui défend les requins. Et c'est pareil, ils ont eu leur regard dessus. Je trouve que c'est bien, moi, ça valide mon travail. Et je me dis, bon, j'ai pas raconté trop de bêtises. Ouais, mais Sur le justement, du coup, t'as pas un travail en amont, tu te questionnes pas des scientifiques ou des spécialistes Je vais beaucoup lire de reportages et voilà, je me renseigne énormément, soit des livres, soit sur Internet. Alors sur Internet, on trouve beaucoup de bêtises, donc du coup, il faut vraiment fouiller, il faut aller chercher pour voir, voilà, des reportages qui sont faits par des professionnels et des et indépendants. on sent la véracité. Bah oui, Mm. on sent la véracité, l'authenticité. Et du coup, voilà, j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout le passage, il y a un passage où je parle qui est assez dégoûtant, là, où la meute de loups, il y a une hiérarchie, et puis ils mangent certaines parties de la bête. Mais ça, c'est vraiment, je l'ai vu dans un reportage. Et donc, je prends beaucoup de notes. Et après, voilà. Moi, dans mon ordi, tous mes livres sont classés par dossier et j'ai des tonnes de documents sur chaque.
chaque Oui, en roman. plus, dans All Soul, tu as augmenté la difficulté en plaçant ça aussi pas en France, donc au Canada, avec tout ce qu'il y a sur les Premières Nations. Donc, tu as appris à parler. C'était un vrai challenge, ça, hein. Je m'étais mis dans la tête que Maïkan, il y aurait une phrase en Atikamek à chaque en tête de chapitre. Après, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Parce que il fallait que je trouve des vraies phrases. Alors, ça tourne un peu toujours autour de la même chose, mais parce que voilà, je ne parle pas cette langue, donc il fallait que j'aille sur des sites, que je cherche, que je trouve des documents écrits par les habitants des Premières Nations et pas par des gens qui fantasment dessus. Donc, je me suis enfilé des gros PDF de gens qui ont fait des thèses, qui ont. Donc, vraiment, je suis allée lire énormément, énormément, énormément. Et les chapitres de Maïkan sont, entre guillemets, fastidieux à lire parce que j'y ai inclus plein de mots. Mais moi, je voulais faire exprès parce que je me dis, ces habitants des Premières Nations, ils sont toujours en train de s'habituer à nous, à nos coutumes. On ne mesure pas l'effort qu'ils font. Alors, à nous, lecteurs, d'aller voir ce que ça fait d'entrer, de s'immerger dans un monde complètement inconnu, avec des mots inconnus, des coutumes inconnues, sans rentrer dans le romantisme, voilà, et vraiment aller creuser que presque chaque mot, il faut se dire, bon, qu'est-ce que c'est encore que ce mot? Bah oui. Donc, immerger vraiment le lecteur ou la lectrice dans cet univers, quoi. Bon, après, ça va, tu dis que c'est fastidieux à lire, mais pas du tout, hein. C'est juste Ah, un bah, tant aspect mieux, métier et tant mieux. c'est voilà, je tombe sur une page où il y en a trois. Ouais, Ça va, c'est pas des blocs de texte de ouf, c'est c'est juste ça. l'explication. Et puis, en fait, même Oui, si on lit pas la traduction, en fait, on est aussi, bah, oui, voilà. le contexte, voilà. Et moi, je me suis dit, c'est ça, il y a des amoureux des mots. Moi, je fais partie des amoureuses des mots. Je me dis, mais si on pouvait parler comme les Atikamekw, alors moi, je pars en vacances le mois où les fraises fleurissent, rougissent. Je reviens voilà, quand la lune se mire sur la glace. Enfin, c'est tellement poétique. Je ne pouvais pas ne pas prendre ces mots. Je trouvais que du coup, même de les ingurgiter, moi, quand j'étais en train d'écrire, les retenais là un peu moins. Mais à l'époque, quand j'étais en train d'écrire le sol, je les retenais, quoi. Je me disais, oh, tiens, voilà comment on dit pantalon, voilà comment on dit pain, voilà comment on dit. Enfin, ça restait dans ma tête. Et je trouve que c'est super. Et comme tu dis, on n'est pas obligé de le lire. C'est tout. Si on ne sait pas quel mois ça se passe, c'est pas très grave. Par contre, celui qui a envie d'aller creuser, il va creuser, quoi. Oui, bah, si en tout cas ça freine la narration, oui, effectivement, ça vaut le coup de se laisser immerger, peut-être d'y revenir après, mais bon, moi, ça m'a jamais interrompu. Après, c'est vrai que du coup, ça donne aussi un aspect où on est aussi dans la tête de ce personnage qui est un peu entre deux mondes, et du coup, bah, et lui aussi, il fait des allers-retours entre Oui, ses traditions et exactement. la vie des. C'était cohérent, en fait. Bah oui, c'est Ouais. ça. Bah oui. Bah oui, parce que ça se passe, bon, je vais rien dire, mais ouais, voilà, il est vraiment, ouais, il est à cette frontière entre ces deux cultures qui doit être tellement compliquée à vivre. Moi, je l'ai vécu à toute petite échelle parce que je suis du Midi et je suis partie vivre dans le nord de la France un bon moment. Et à toute petite échelle, en restant en France, c'était déjà difficile. Donc je me dis, mais qu'est-ce que ça doit être quand on change complètement de culture, quoi. C'est un grand bouleversement, on ne va plus trop savoir où on est, et moi j'y suis très sensible à ça. Donc, ouais, Oui, c'est le côté intéressant. étranger sur ses propres terres, c'est. Ouais, ouais. Puis ne pas savoir quoi choisir. Il le dit bien que les autres jeunes, ils ont envie, mais lui, il est quand même attaché encore aux traditions, à tout ce que son grand-père lui raconte. Il trouve que c'est beau, mais du coup, il est même à l'écart dans son propre village, hein. Ça aussi, je voulais le montrer. Voilà. Qu'il y a cette disparité entre lui et les autres. Les autres qui veulent, voilà, se moderniser, faire comme les Blancs, et lui, il n'a pas du tout envie. Il trouve que les coutumes de ses ancêtres sont belles, il se sent bien avec ça, et voilà.
Et par curiosité, du coup, quand tu as écrit All Soul, tu disais que l'éditeur a apporté quelque chose, un regard et qui te faisait approfondir des choses. Est-ce que tu te souviens ou est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment été transformées par les regards extérieurs ou c'était déjà assez cohérent Ouais, le roman était construit de façon cohérente, donc c'était pas tant sur le fond. Franchement, là, l'éditeur m'a pas dit grand-chose. Euh, C'était plutôt sur des répétitions, des choses où je me rendais pas compte, que j'avais répété plein de fois. Je me souviens de l'expression à plein poumon, je pense. On l'avait relevé, je sais pas combien de fois, il m'a dit bah, tu respires beaucoup, hein, à plein poumon. On l'avait au moins 15 fois. Donc on a dû faire un peu d'élagage là. Mais il y avait des expressions comme ça que je répétais, et ça c'est l'œil de l'éditeur. Mais pour All Sol, franchement, je l'ai écrit en 2 temps, All Sol. Hein. Je l'avais démarré en 2019. J'avais pas eu le temps de le finir parce que j'avais trop d'interventions. Et quand il y a eu le confinement de mars 2020, que tout s'est arrêté brutalement d'un coup, là, j'ai une petite période de sidération. Et puis, je me suis dit, bah, je vais reprendre le sol. Donc, il y a vraiment une coupure nette. J'ai dû me réimmerger. C'est dur de revenir sur un texte qu'on a lâché. Et du coup, là, l'éditeur a été un grand soutien parce qu'il m'a dit, bah, je l'attends ton roman. Et le fait qu'il dise ça, ça m'a quand même donné. Et donc, je me suis vraiment mise dans ma bulle. Et comme il n'y avait plus aucune intervention, plus rien, tout était bloqué en 2020, je n'ai fait que écrire sur All Sol. Voilà, complètement immergée, en fait, chapitre après chapitre. Ouais, c'était un petit peu ma bulle d'air au Canada. à plein poumon. Et, À plein poumon. et oui, parce que en Je plus, respire, et voilà, il devait y avoir quelque chose de très symbolique parce que. Ouais. mais parce que en plus, enfin, bizarrement, il est arrivé. Bah, ça fait presque un an que je l'ai acheté au Festival Fréquence Lire à Valence. Et en fait, j'ai l'impression que je lis des romans enfin, pas que des romans, mais enfin, des livres par thématique. Et là, c'était vraiment, je sais pas, sans faire exprès, j'ai lu plein de trucs avec des voyageurs ou avec du voyage ou des choses Oui, comme je pense ça. que les gens. Et là, je pense que oui, déjà, toi, tu l'as écrit. Je pense que ça t'a fait voyager à cette période un peu compliquée. Et puis, on le ressent vraiment quand on lit. On part loin, loin, à la fois dans un univers qui nous est pas familier. Et en plus, bon, voilà, du coup, je vais pas en dire trop non plus, mais ça permet vraiment. De cette bulle. Merci de nous avoir partagé ta bulle, de C'est pouvoir ça. Ah, moi, je pense que j'en avais vraiment besoin. En fait, j'ai un carnet où je note, je mets des photos, des images, tu vois, là. Il y a ce fameux pont dans l'histoire de Will qui est très important, le fameux pont où il a été abandonné quand il était petit. Et puis, je voulais que toutes les distances fassent vrai. Donc, je suis vraiment allée googliser les lieux pour voir combien de temps il faut pour faire entre telle ville et telle ville. Voilà, ça me prend vraiment beaucoup de temps hein, de faire tout ça. Mais c'est important pour la cohérence, pour que ça fasse vrai. Et en fait, quand j'écris, et ça depuis vraiment toute petite, je vois les lieux, je me déplace en fait, comme si je filmais la scène. Donc voilà, le village, je vais l'imaginer, chaque lieu, la cabane, la forêt, enfin dans ma tête, c'est hyper clair. C'est Et vraiment justement, juste. tu t'écris pas, t'as pas voulu écrire sur place, par exemple. Enfin, bon, là, c'était pas possible, mais est-ce que, Ouais, j'aurais adoré. Ah ben j'aurais adoré. que j'ai vu que Il y a tu même des gens qui ont cru que j'étais canadienne, que j'avais vécu là-bas. Mais non, en fait, je suis allée beaucoup sur des blogs de voyage aussi. Des gens qui racontent leur voyage. Du coup, ils mettent des photos et ils sont submergés un peu par l'émotion. Et ils disent alors là, on est allé à tel endroit et ils montrent des lieux. Du coup, j'ai plus qu'à aller dessus. Alors, c'est pas pareil que y être vraiment, mais j'ai regardé des mini-vidéos. Ouais, beaucoup de gens qui mettent ça sur Internet, c'est super intéressant. Et du coup, je me dis à cet endroit-là. Alors, j'allais googliser pour voir si c'était cohérent par rapport à l'histoire.
Mais voilà, c'était hyper intéressant et que du vrai en fait. Ouais, des gens qui disent alors on est passé là, on a mangé à tel restaurant, alors je prends des notes et puis voilà quoi. Mais Ouais. si je peux le faire en vrai, c'est un petit rêve, hein. Voilà, allez. Mais ouais, ouais, ça serait génial. Je compte bien le faire, voilà. Je Mais oui, parce compte que bien j'ai vu que tu étais partie en résidence au Mont à Blanc. Saint-Gervais. Hein. Et du coup, est-ce que tu vas écrire une histoire qui se passe dans ce lieu ou est-ce que... C'est la condition de la résidence. C'est complètement la condition en fait. Donc j'y vais en 3 fois et le but, entre guillemets, c'est que je m'imprègne de ce lieu, des traditions, pour écrire un petit roman qui sera publié aux éditions de La Passe-Vent en décembre. Donc c'est un contrat qui est fait comme ça. Je suis la 5e autrice ou 4e ou 5e autrice, voilà, être dans ce dispositif-là. Et du coup, bien sûr, donc je note plein de choses, j'ai déjà un carnet, commencé à écrire plein de choses. Et le but, ouais, c'est que ça se passe dans cet endroit-là. Ok, ok, parce que du coup, bon, j'ai acheté ton dernier roman et ça se passe déjà dans la montagne. Alors du Eh coup, oui, du coup, encore. tu déjà bien enseigné avant d'aller en résidence ou alors est-ce que c'est le fait d'avoir écrit sur la montagne qui t'a permis d'obtenir cette résidence? Je sais pas parce que quand ils m'ont demandé et derrière nous le silence, c'était pas sorti. Donc c'est un endroit que j'aime vraiment beaucoup. La montagne, voilà, pour moi c'est hyper inspirant la montagne parce qu'elle est à la fois attirante et dangereuse. Voilà, protectrice parce qu'on voit ces grands monts et tout ça. Mais la montagne, ça peut être super flippant. Hein. Enfin, moi, je me suis déjà perdue en forêt et tout ça. Les éléments de la nature, on les contrôle plus en fait. Donc c'est presque comme un personnage à part entière. La nature, la montagne, ces grands espaces. Et donc ça m'inspire beaucoup. Ça m'inspire vraiment beaucoup. Et non, je pense que j'ai été invitée à Saint-Gervais parce que j'avais fait le projet sur Archives détectives avec les archives de Haute-Savoie. Donc c'est par ce biais-là que j'ai été invitée. Mais moi, j'écrivais Derrière nous le silence. Je ne savais pas du tout que je serais invitée à Saint-Gervais, quoi. Et ça ne me dérange pas de réécrire à nouveau sur la montagne parce que vraiment, c'est un lieu. Ouais, je me dis, il y a tellement de choses à dire dessus, différentes. C'est la première fois que tu vas en résidence Ouais, et donc en fait ton environnement de travail n'influe pas sur tes créations. C'est-à-dire que t'as pas besoin t'as pas besoin d'être en mer pour écrire sur la mer apparemment. Donc tu j'ai cette capacité en fait, mais depuis petite. Tu vois, je lisais Jules Verne, je me disais Jules Verne, il n'est pas allé dans tous ces endroits, c'est pas possible. Et c'est vrai que c'est une capacité. Je ne sais pas me repérer dans l'espace pour de vrai, c'est-à-dire on me lâche quelque part, c'est terrible, en ville, zéro. Aucun sens de l'orientation, je me perds, même dans un magasin, je me perds si le magasin est un peu grand, je me perds. Et dès que je suis dans la nature ou quoi, voilà, là, mon esprit, il suffit, voilà, que je regarde des vidéos, des reportages et tout ça, c'est comme si ça devenait instinctif. Et je m'en fiche, en fait, de me perdre ou pas. C'est pas grave, je suis en train d'écrire. Donc, mon esprit se libère et voilà. Et comme oui, je suis allée plusieurs fois à la montagne, plusieurs fois à la mer, je sais ce que c'est que les sensations, les émotions. Et tout est amené quand même par les personnages. Hmm. Et alors La du coup, description est là, mais le personnage, il joue beaucoup. Hein. oui, du coup, tu balises vachement ton travail d'écriture, comme tu dis que tu te perds facilement dans la vraie vie. En fait, est-ce que tu as, justement cette barrière quand tu mets des points de repère, tu mets tes petits cailloux? Ouais, mais bah, mes personnages, soit ils sont à l'opposé de moi, c'est-à-dire que ça m'amuse comme Maïkan de me dire qu'il connaît chaque rocher, c'est pas moi du tout, mais du coup ça m'amuse de me dire que lui il se repère, voilà. Et puis après, bah, j'ai des personnages comme
Brandy qui va tout préparer soigneusement, qui a peur de se perdre, voilà, parce qu'il y a quand même cette notion, et derrière nous le silence, il y a, non, dans le prochain roman que j'écris, il y a vraiment une scène, ça se passe en Ardèche, et donc il sortira en mars prochain, et il y a vraiment une scène qui est quasiment autobiographique, où je me suis vraiment, vraiment perdue et j'ai carrément dû appeler les pompiers, quoi. Parce que je me suis vraiment perdue. Il y avait du brouillard, je me repère d'habitude avec le soleil et là, sans le soleil, j'ai tourné en rond très longtemps. Ah ouais. Donc, Bah, tu as eu de la chance de pouvoir appeler? oui, il restait 4% sur En le plus? téléphone. L'angoisse. Et c'était la nuit. Ah là là. Ouais, mais j'aime bien me faire des. Voilà. Et c'est vrai qu'aussi, je me dis, ouais, j'aime bien quand. D'ailleurs, les lecteurs et les lectrices le ressentent, je pense, quand il y a de l'authentique. Alors moi, je tricote l'authentique et le fictif. Bon, c'est pas une autobiographie non plus, mais j'aime bien mêler plein d'éléments de choses vécues ou pas par moi, par les proches, pour faire ma petite salade là. Et du coup, je pense que ça rend l'émotion vraie. On se met dans la peau des personnages. Et Ah oui, voilà, oui. Je confirme, on se met bien dans la peau des personnages et on ressent vraiment, leurs bah, émotions. ouais. Et même oui, tu décris un personnage assez violent, donc évidemment, tu vas, ça se voit que c'est pas toi. Euh, Mais du coup, c'est hyper important ouais, de pas forcément avoir non plus, de pas être tous ces personnages, mais de savoir les raconter, c'est vraiment ça l'important. Parce que oui, effectivement, C'est comme tu ça. dis, Jules Verne, il n'a pas été dans tous les endroits qu'il a décrits. Et Et, non. et d'ailleurs, est-ce que tu as écrit de la science-fiction? Tu as déjà écrit de la science-fiction? Donc là, j'ai une petite série qui arrive et ça se rapproche de la. Alors, Et- c'est pas de la science-fiction, on va dire c'est du fantastique. Ah oui, oui, une histoire avec les dragons, tu m'as dit. Ah oui, oui, Ouais, plus voilà, fantastique. Mais plus ouais, fantastique. parce qu'en science-fiction, on se dit on explore des planètes et tout, c'est sûr qu'on va pas Ben voilà, savoir. on a vraiment ce pouvoir de tout imaginer, de se projeter. Et puis, moi, je passe vraiment par l'émotion des personnages, les sens. C'est-à-dire qu'est-ce que je ressens, parce que c'est moi aussi, je suis comme ça, hyper, voilà, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois, la sensation sur la peau. Euh, je suis déjà comme ça dans la vraie vie, donc c'est pas très compliqué pour moi de le faire vivre à mes personnages. Parce que, Et alors, tu as l'air de faire beaucoup de recherches avant d'écrire. Est-ce que ta journée, elle est rythmée par une partie recherche, une partie écriture, une partie retravail, ou est-ce que tu fais beaucoup de recherches avant, tu écris et ensuite tu réécris, ou est-ce que tu as une méthode j'ai jamais de journée type en fait. Des fois, je me la programme. Donc, sur mon papier, je marque demain, tac, tac, tac. Et c'est pas ça du tout qui se passe. Parce que je vais avoir un mail, parce qu'on me demande de retravailler un truc en urgence, parce que tout d'un coup, j'ai une idée qui me vient dans la tête, il faut absolument que je l'écrive. Ou alors, je suis trop fatiguée pour faire tout ça et je me dis, bon, allez, ben, comme là, je vais aller préparer mes ateliers d'écriture, mes découpages. Donc, j'ai jamais, en fait, de. Et puis, tout d'un coup, je suis assez obsédée par une idée et je vais me mettre à faire plein de recherches. Donc, j'ai jamais de journée type en fait. Mais je pense que je peux pas pondre le roman tant que j'ai pas un bon bagage, je veux dire 80% des infos pour pouvoir l'écrire. Il faut que je sois vraiment immergée dedans. Il me faut tout un temps, comme une bulle, hein, c'est ça. Euh, Tant que j'ai pas toutes ces données, je suis trop dans le flou en fait. Donc oui, les recherches, c'est très important. Ouais, donc tu as ce travail de recherche, après tu laisses décanter un peu pendant 3 4 mois et après tu te mets à fond sur ça. Mais j'ai l'impression, tu m'as dit, si je me souviens bien, que tu avais une dizaine de parutions par an. Oui. Du coup, ça fait que ta semaine, tes journées, elles doivent être assez morcelées entre différents textes ou est-ce que tu arrives Ouais, à garder ouais. du temps. Après, je me fais un planning aussi. Je sais combien de temps il va me falloir pour faire ces recherches-là. Et donc, je me fais un planning et je dis à mes éditeurs, ben là,
pas avant avril, parce que je sais qu'il va me falloir tout ce temps-là. Par exemple, le roman à Saint-Gervais, j'ai commencé à prendre plein de notes. C'est en train de travailler dans ma tête, mais pendant ce temps, j'écris sur autre chose. Mais j'ai amassé beaucoup de documents à un moment donné, j'ai fait des grosses compiles, mais là, ça travaille tout seul, en fait. Et je peux pas écrire sur le roman de Saint-Gervais là, maintenant. C'est trop tôt pour moi. Il n'y a pas assez d'infos. Déjà, j'y retourne une deuxième fois début avril. Après, j'y retourne fin juin, donc je vais vraiment voir en plus Saint-Gervais à plusieurs périodes de l'année. Je prends des renseignements sur les personnages, ou des personnes qui ont vraiment vécu là, qui peuvent m'aider pour la trame de mon roman, mais je suis incapable d'écrire là le roman pour Saint-Gervais. C'est trop tôt. Ok, donc tu dirais que toute cette, le fait de savoir à quel moment tu peux écrire, tu peux pas écrire, faut. Par contre, ça vient avec l'expérience. J'imagine que tu dois bien Oui, connaître ta méthode de travail. ouais, c'est Si tu ça. écris depuis que tu as 7 ans, ça t'a Ouais. permis Ouais. de savoir, non, là. Ben, ça, c'est l'outil vraiment, les carnets, quoi. En fait, chaque personnage, je l'étoffe au fur et à mesure. Tant que je le sens pas, ce personnage, là, j'en ai un qui me travaille dans la tête, ça fait presque 2 ans qu'il travaille dans ma tête. Tant que je le sens pas, tant que j'ai pas son fil rouge, tant que je me suis pas creusé dessus, je pourrais pas écrire. Donc voilà, ils ont chacun vraiment leur fiche de lecture et j'y vais jusqu'à ce que j'ai l'impression de les avoir rencontrés, qu'ils soient devenus presque comme des amis et que j'ai suffisamment de matière. Je sais pas comment l'expliquer, c'est dur d'expliquer son travail de création. Mais voilà, et après, il y a une évidence, on se dit, ça y est, j'ai assez de choses et là, je peux y aller. Mais quand j'y vais, il faut que dans ma tête, je sois disponible. Donc, si c'est ça aussi. Quand j'ai trop d'interventions scolaires, par exemple, je me dis, ça sert à rien. Je peux pas me lancer là dans le travail d'écriture parce que j'ai besoin d'un temps au moins de 15 jours, 3 semaines à fond déjà pour quand je passe les 100 000 signes, le roman existe dans ma tête. Donc, je me dis 100 000 signes, c'est 10 000 par jour, il me faut 10, voire 15 jours. Il y a pas d'autre solution. Tant que j'ai pas passé le cap fatidique des 100 000 signes pour un roman ado, j'ai l'impression qu'il n'existe pas vraiment. Eh ben, attends, est-ce que tu sais combien il y a de signes sur Old Soul? Oh, il doit en avoir 480 ou quelque chose comme ça. Oui, donc 4... 100 000 signes, c'est à peu près 100 pages. En tout cas, avec cette mise en page-là, parce C'est qu'il y a ça. 400, il y a 400 pages sur. Voilà, c'est ça. Et du coup, je me dis, tant que j'ai pas fait ces pages-là, il n'existe pas vraiment, les personnages n'ont pas vraiment de consistance, l'histoire n'a pas pris sens. Et comme je sais que je suis capable d'écrire quand je suis en forme jusqu'à 10 000 signes par jour, ouais, ce qui fait 7, 8, 9, 10 pages, enfin voilà, entre 7 et 10 pages, bah, tant que j'ai pas ce temps-là, et mental et physique, parce qu'il faut les faire, hein, les pages, ben, je sais que ça sera pas possible, en fait. Ah, c'est mouse, hein, 10 pages par jour quand même. Ouais, Je crois ouais, que quand je fais le NaNoWriMo, c'est 1600 mots par jour à peu près, ouais, ouais. pour arriver à 50 000 mots, donc l'équivalent d'un roman. Et oui, ça prend bien 3 heures entre une. Ah oui, c'est un sacré boulot. Et- Surtout que des fois, on n'est pas content de soi en plus. Ou alors, j'ai une scène que j'ai tellement envie d'écrire, donc je l'écris, mais tu dois connaître ça. Et en fait, elle est trop tôt dans le roman. Mais j'ai tellement envie de l'écrire, cette scène. Donc je l'écris, et puis quand je la raccroche aux autres, je me dis, bon, non, si, il te manque 2, 3 chapitres entre deux là. Et il va falloir les écrire, ces chapitres. T'es allé trop vite dans la scène. Ça arrive trop tôt dans l'histoire. C'est pas possible. Donc, il va falloir étirer là et mettre autre chose entre deux. Et il y a des scènes, on n'a pas envie de les écrire, mais on est presque obligé. Parce que, voilà, sinon ça va pas être cohérent. Et nous, on a envie que ces personnages-là se rencontrent, on a envie qu'ils vivent cette scène-là et tout ça, mais avant, voilà. Ouais, il Donc, y en a, il y en a qui prennent. Enfin bon, il y a des scènes, j'imagine, qui ont dû être assez dures à écrire. Et alors, c'est pas les scènes les plus dures, enfin, les plus dures psychologiquement, qui sont parfois les plus dures à écrire. Je veux dire, il y a tellement d'intensité que des fois les mots ça court tout seul. C'est dur, Mhm.
pour l'émotion, mais ça va tout seul pour moi. Tous les chapitres de Brandy qui sont honnêtement les plus difficiles, hein, ça a été pour moi les plus rapides à écrire, paradoxalement. Ok, Ça coulait tout seul en fait. ok, ouais, c'est Pas intéressant. les chapitres, ouais, pas ceux qui sont les plus compliqués parfois. Ouais. Et là, je me heurte à un, un drôle de phénomène, c'est que j'ai de plus en plus de jeunes lectrices qui veulent lire Old Soul sur les salons. Donc elles ont 10, 11 ans. Et donc la couverture du loup, le résumé. Et donc bah, moi, je fais pas partie de ces lecteurs et de ces auteurs et autrices qui disent bon moi je m'en fiche, j'écris, lis qui veut. Moi je prends quand même soin du lecteur ou de la lectrice, surtout quand c'est un jeune enfant, un ado. Et donc je suis obligée de enfin voilà, de dire quand même que les chapitres de Brandy sont difficiles et je m'en voudrais de pas le dire en fait. Donc je préviens le parent et là je reviens du Bousca et j'ai eu le nombre de fois voilà, où j'ai dû discuter avec le parent parce que l'enfant supplie sa maman de prendre le livre. Et moi j'ai dit, c'est pas que je veux pas que tu le prennes, c'est que je veux qu'il y ait un adulte qui t'accompagne dans ta lecture, Mhm. avec qui tu puisses discuter des passages, notamment de Brandy, parce qu'ils sont quand même pas très faciles. Et ouais, mais c'est génial. Justement, je me demandais si, s'il y avait des fois des révélations qui se sont faites comme ça, s'il y avait des lecteurs, des lectrices qui sont venus te voir en te parlant, parce que ça a été approuvé par Ferrus, mais ça pourrait être approuvé par pas mal d'autres associations de... Je ne sais pas si je peux le dire, mais bon, en tout cas, en quatrième de couverture, on parle de non-violence. Dans le livre, on parle de violence dans la famille. Euh, est-ce que du coup, peut-être, enfin, moi, je crois vraiment au pouvoir des œuvres pour catalyser des discussions, Bien sûr. parce que Ah enfin, oui. c'est ces petites filles qui vont absolument vouloir lire All Soul parce que il y a Moi, une... je me dis elles veulent trouver quelque chose. Ouais, voilà. Je suis sûre de ça. Donc, quand j'ai le parent en face, parce que je n'ai pas toujours le parent, mais là, sur le salon, je ne peux pas faire autrement, j'ai en face. Donc, je leur dis, attendez-vous à ce qu'il y ait des questions. Et je trouve que les parents sont super. Franchement, beaucoup de parents sont ouverts, hein. Alors, il n'y a pas que sur All Soul, là, c'est parce qu'on en parle, mais voilà, j'ai eu le cas sur plusieurs autres livres et je leur dis, vous allez avoir des questions. Vous êtes prêtes, parce que c'est souvent les mamans, et elles me disent, bah oui, alors il y en a qui tournent, qui disent, elles reviennent sur le stand et elles disent, elle décroche pas, elle veut ce roman-là. Moi, je pense que je lisais des choses très difficiles quand j'étais jeune. Je sais même pas si c'était de mon âge ou pas de mon âge. Je pense que j'en avais besoin. Donc, je dis aux mamans, c'est qu'elles en ont besoin. Elles ont besoin d'aller se confronter à ça. Il y a quelque chose. Donc, Ah, mais complètement. Après, à un moment, je me suis dit quand même le rôle de la maman, en général, sur plusieurs personnages, c'est pas glamour, glamour. Pourtant, toi-même, tu es maman. alors souvent on me dit que c'est le papa, que les hommes, bah, les adultes en général, hein, on me dit, alors c'est pas un reproche, hein, on me dit vous castagnez beaucoup les adultes. Bah, parce que je trouve que les adultes sont pas toujours à la hauteur, hein. C'est difficile d'entendre la voix même de son propre enfant, des enfants autour de soi, parce que ça dérange. C'est des sujets, je fais exprès d'aller sur des sujets qui choquent et qui dérangent, etc. Les gens voilà, sont d'accord pour dire ah oui, 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 il y a de la violence, mais dès que ça touche à quelqu'un de la famille, voilà, de très proche, alors là, les oreilles se ferment, les yeux aussi, on n'entend plus, on veut plus. Donc c'est dur de trouver des adultes qui sont capables d'écouter la parole. Moi, la première, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand un enfant vient vous dire quelque chose, l'adulte va avoir tendance souvent, hein, à dire mais non. Tu sais, ce fameux truc, mais non. Voilà, parce que ça fait peur, ça fait Mm. tellement peur.
Donc, voilà. Moi, je trouve que mes livres, ça permet beaucoup de dialogues. Je suis intervenue à Strasbourg dans une classe de SECPA avec le livre Lâche-moi, édité par Magnard, le roman sur le harcèlement sexuel. Oh, mais tout ce que les ados ont sorti, enfin, c'était bouleversant. La prof, elle dit, ça fait 4 ans que j'essaye de comprendre le comportement de cet ado, et vous, en 1 heure, là, paf, paf, paf. Je lui ai dit, bah, parce que j'ai pas peur d'entendre sa parole. Ça ne me dérange pas, en fait. Il y a des adultes, ça leur fait peur. Moi, je trouve que pour trouver des adultes capables d'absorber, pas facile, hein. Donc là, la maman, elle est un peu défaillante, ouais. La mère de Brindy, elle est pas. Mais c'est toujours pareil. C'est pas blanc-noir. On Ah la oui, oui. comprend un peu. Brindy fait un pas vers elle. Voilà, c'est compliqué. Ouais, mais c'est super, hein. Enfin, pour ça, bravo. Et du coup, je me demandais, ouais, effectivement, ces liens, donc oui, tu vas directement avec les enfants, tu arrives à avoir, à entendre cette parole, justement. Ah ouais, Tu es le c'est trop sacrifice. important. Tu C'est es le super sacrifice. important. Ouais, c'est super important. Et on dit toujours que les ados ne parlent pas, qu'ils ne se livrent pas. Moi, j'arrive pas à sortir de la classe, hein, quand je fais des interventions. J'ai des questions, des questions, des questions. Ils viennent après. Pendant que je range mes affaires, ils sont là parce qu'ils ont besoin qu'on les écoute. Et c'est une erreur de la société de croire qu'on écoute trop les enfants. On les écoute trop pour certaines choses. On les écoute pas pour les bonnes choses, moi, je trouve. Pour les vraies choses indispensables, on ne sait pas les écouter. Après, voilà, pour tout ce qui est matériel, ça va un peu Ouais. trop tout seul. Mais pour les vraies émotions, les vraies choses qui font mal, voilà. Alors après, il y a des adultes, hein, qui sont là. Dans mes livres, heureusement, il y a des adultes qui sont bienveillants et qui écoutent, heureusement. Mais voilà, j'ai tendance à égratigner les adultes, hommes et femmes, c'est vrai. Et bah, parce que c'est un constat, en fait, hein. C'est un Mm. constat que j'ai fait pour moi-même, pour mes propres enfants, pour des personnes que j'ai rencontrées, des amis ou quoi. La vraie écoute, elle n'est pas facile, hein. Non, mais c'est super, hein. De toute façon, ça résonne à plein de niveaux. Et effectivement, je comprends mieux pourquoi tu veux rester aussi dans ce label écriture jeunesse, parce qu'en fait, c'est là qu'il y a Complètement. le plus de pouvoir finalement. Bah, Mm. bien sûr. Et je me dis, mon Dieu, voilà, si on avait eu, si on pouvait parler avec les jeunes en devenir, qui seront aussi les adultes de demain, c'est ce que je leur dis. Maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas. Vous m'avez rencontré, donc je vous ai dit les choses bien en face, et on peut plus dire je sais pas. Je savais pas que c'était de la violence. Ça, je savais pas que c'était du harcèlement. Ça, je savais pas que c'était non consenti. Eh ben non, on a discuté maintenant ensemble. Donc je leur dis, vous avez 14, 15 ans, ben, vous êtes responsable maintenant, vous le savez. Vous l'avez entendu. Vous ne pourrez plus dire, c'est difficile, hein, mais vous ne pourrez plus dire j'étais pas au courant. Je Mm. savais pas que ça faisait mal, je savais pas que ça pouvait faire des dégâts. Trop tard. Vous avez croisé ma route. Bah oui, bah oui. Et je me dis que de dégâts pourraient être évités si on avait eu toutes ces conversations, si on nous l'avait expliqué, si on l'avait expliqué, voilà, si nous, on n'aurait pas fait certaines choses, d'autres personnes, voilà, on aurait tous des choses, on a tous des choses à se reprocher, on se dit, je l'aurais pas fait. J'aurais pas fait comme si, j'aurais pas dit cette phrase-là, j'aurais pas, si j'avais su. Donc, ouais, moi, je trouve que la prévention vaut mieux Que les que, pansements. que les pansements. Prévenir, c'est empêcher le gros dégât, et après, on met combien d'années ou de mois à rattraper des choses, quoi. Donc, Et autre chose qui m'a vraiment touchée, c'est que euh, les personnages, les héros, sont des vrais gentils. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, enfin, il y a un, comment dire,
enfin, la quatrième de couverture, c'est une ode à la non-violence. Et en fait, c'est vrai que je trouve que dans tout ce qu'on absorbe en fiction américaine ou japonaise, surtout pour la jeunesse, il y a cette tendance à aller à la confrontation, à faire des héros, des gens qui se battent avec des armes, oui, qui s'en sortent face à la violence, mais en ajoutant la violence. Et je trouve que là, dans All Soul, eh ben non, c'est une autre réponse qui est apportée et qui est pas et qui fait que on a, enfin, c'est une autre manière de montrer une voie de. Oui, ça ouvre des portes. Alors après, on pourrait reprocher à mes personnages qu'ils fuient beaucoup. Tu vois, ils vont fuir parce qu'ils n'ont pas toujours les armes, justement. Brindy, elle fuit. Emma, elle veut pas trop parler à sa mère, elle fuit, elle est quand même un peu asociale, elle a du mal à s'intégrer. Maïkan, il fuit son pensionnat. Voilà, donc ils n'ont pas toujours les bonnes armes, mais en fuyant, ils arrivent quand même en fuyant, à rattraper certaines choses. Mais Non, c'est mais vrai qu'on alors, pourrait leur reprocher ça, tu vois. oui, mais parce que justement, enfin, moi j'ai trouvé ça intéressant que la réponse à la violence, ce soit pas la confrontation forcément. Non. Une fuite, pour moi, c'est une réponse, c'est pas forcément une mauvaise Ah, réponse. mais complètement. Mais il y Après, a des gens qui vont te dire que la fuite n'est pas une solution, mais parfois, il n'y a pas de solution, que la fuite. En tout cas, ces personnages-là n'en trouvent pas d'autres. Tu vois, dans Et derrière nous le silence, tu vois que Jeff, il veut aller à la confrontation avec son frère. Il est vraiment déterminé et tout ça. Puis pour finir, c'est pour ça que j'aime bien ces parts d'ombre et de lumière qu'on a en nous, etc. Il a du mal, en fait, à aller jusqu'au bout. Hein. Et c'est pour ça que face à la violence, moi, je dis les animaux, ils ont bien leur instinct, ils fuient parce qu'on dit toujours parler, parler, mais parfois le dialogue, face à quelqu'un de vraiment violent, il n'est pas facile. Donc la fuite est peut-être une solution, voilà, se reconstruire et peut-être revenir plus fort, affronter différemment, mais en tout cas, se protéger aussi. oui, mais c'est ça, oui. Oui, oui. Que de se protéger, ouais, effectivement, de la Ah violence, oui, c'est pas forcément d'aller à la confrontation. ouais, ouais, Enfin voilà, enfin moi c'est vraiment des personnages comme ça, c'est assez rare de trouver justement. c'est vrai. Et bah ouais, enfin bon après moi j'ai été baignée par les mangas et par les films américains hein, comme beaucoup. Et c'est vrai que bah, tu vois par exemple quand j'étais petite, je regardais Club Dorothée et je regardais beaucoup de mangas et l'idée de la bagarre. Enfin, bon, moi, je jouais au foot et je me bagarrais pas mal, mais je me suis mise au karaté et en fait, quelque part, ça résonnait pas en moi parce qu'en fait, cette confrontation, cet affrontement, il est pas quelque part pour moi, c'est pas juste en fait. C'est pas vers là qu'on résout les problèmes en Bah, fait. tu vas bien aimer le prochain roman que j'ai écrit alors. Parce que c'est un gamin qui a envie de se battre et il va trouver face à lui quelqu'un qui le bat, mais autrement, en fait, qui va le désarçonner. Et je pense que ça pourrait te plaire alors. Ah là Bah là. oui, parce que moi, je suis pas quelqu'un, enfin, alors peut-être que voilà, je sais pas faire autrement. Déjà, à la bagarre, tu me mets sur un terrain ou un tapis, c'est pas la peine. J'ai peur des ballons dans la vraie vie. Je sais pas, enfin voilà, tout ce qui est jeu de ballon, jeu collectif, j'étais très, c'est assez catastrophique. Donc c'est mes armes en fait. Hein. J'écris comme un peu je suis, je pense. J'ai pas le choix. Donc j'essaye hein, de me mettre dans la peau de personnes, voilà, euh, tout en me disant que de toute façon, voilà, il y a d'autres façons de. Et je pense que les ados ont soif de ça aussi, hein, de Mais oui. voir comment on peut traiter autrement et comment. Parce qu'on a beaucoup parlé avec ces ados de SECPA qui m'ont dit moi, je fais la bagarre tout le temps, donc ils ont été déscolarisés, ils ont été changés de collège, changés parce qu'en fait, ils étaient toujours à la confrontation, à la confrontation, à la confrontation. Et moi, j'ai creusé avec eux. La prof m'a dit, mais ce que je te dis, j'ai jamais vu ça.
ils ont fini, ils avaient presque les larmes aux yeux, moi aussi, les bibliothécaires aussi, on était tous. Et ils ont sorti des choses, en fait, tout ce qu'ils ne pouvaient pas dire, parce qu'on n'arrivait pas à les écouter, bah, ils le mettent dans leur poing. Donc, je me dis, si on arrive à désarçonner ça, et à désamorcer ça, et il y a une autre façon que. Après, je trouve que les sports de combat, c'est très beau quand c'est bien maîtrisé, tu vois. C'est-à-dire apprendre des techniques, voilà, pour justement pas blesser l'autre, mais de défense et tout ça. Moi, je trouve ça magnifique, tu vois, un beau sport bien maîtrisé. Mais la lutte pour la lutte. Ouais, mais du coup, par rapport à ça, j'avais entendu une interview de Audrey Alouette qui a écrit Magic Charlie. Tu vois enfin, je sais pas si tu l'as lu. Et elle disait que justement, qu'il y avait assez peu de personnages vraiment gentils dans les histoires et que c'était assez rare, mais que c'était important de montrer que en fait, ben, on pouvait s'en sortir dans la vie en étant gentil, mince. C'est ça. C'est drôle, hein, parce que quand j'ai vu ta question, je me suis dit, mais je les trouve pas vraiment gentils, moi, mes personnages. Je trouve que, tu vois, Brindy, elle pense des choses, enfin, je les trouve, ouais. Et les gens me disent, ils sont gentils. Mais moi, je trouve qu'ils ont des pensées, enfin, tu vois, Ah, après, ouais, peut-être je vois ce que encore tu veux dire. plus, et derrière nous, le silence ou quoi, où ils veulent, tu vois, ils passent pas à l'action, ils se maîtrisent, c'est dur de se maîtriser. Mais ils en pensent pas moins, on est d'accord, hein. Mais oui, oui, oui. Non, Dire, non, mais dans les pensées, ils ont quand même envie d'écrabouiller la tête de l'autre, ou tu vois, mais ils se maîtrisent. C'est mhm. très difficile. Moi, c'est quelque chose que je vis au quotidien, hein. Du coup, je vais beaucoup marcher dans la forêt, mais c'est vrai, des fois, Super. on a vraiment, mais ouais, on a vraiment envie d'être violent avec la personne qui nous agresse ou d'être. Et puis en fait, on se dit non, ça sert à rien. Je vais voir aussi ce que ça va chercher chez moi. Mhm. C'est ce que je dis aux ados. Qu'est-ce que ça va chercher chez toi? Quelle fragilité qui fait que tu as envie de réagir comme ça? Et je trouve que la plus grande force, c'est la maîtrise de soi. Quand tu arrives à maîtriser, à tourner le dos, à regarder la personne et à dire, voilà, ben, je trouve on est plus fort, quoi. Oui, tourner le dos, bah, c'est parce que tourner le dos, ouais, c'est pas forcément une fuite. Pour moi, tu dis les Mm. personnages, ils fuient, mais tourner le dos, ouais, c'est s'ouvrir à autre chose. C'est ça. Et puis trouver sa propre solution. Je veux dire, quand Brandy, elle fait son sac et elle embarque son petit frère, il faut quand même être sacrément courageuse. Elle se dit, j'ai pas d'autre choix puisqu'on m'écoute pas. Et ben, elle embarque quand même ce gamin. Ils vont dormir dans la forêt. Enfin, il faut une force extraordinaire, je trouve. Voilà. Euh, parce qu'elle peut pas faire autrement. Et elle est trop jeune, elle peut pas affronter. Elle a peur du grand frère. Ils sont deux. Enfin, la situation, elle est. Voilà. Alors, je me dis, j'espère qu'il n'y a pas trop d'ados qui vont faire ça en ayant lu au sol, qui vont fuir comme ça. Mais c'est pour ça que je leur dis aussi qu'on est là pour les écouter, voilà. Je leur dis, quand je suis en intervention, il y a toujours un adulte qui est là. Trouvez-le. Il y a forcément, alors ça rassure aussi même les adultes, parce que comme je les ai bien égratignés dans le roman, mais je leur dis, il y a toujours un adulte qui est là. Vous allez le sentir. Quelqu'un qui va savoir écouter votre parole. Ça peut être l'infirmière, ça peut être un prof, pas forcément le prof principal, une bibliothécaire, quelqu'un que vous croisez, vous allez sentir qu'il est capable d'écouter votre parole, si c'est pas le parent. Parce que malheureusement, il y a des parents qui peuvent pas. Mais il y aura quelqu'un. Il y aura quelqu'un. Parce que je trouve que les ados, il faut leur donner de l'espoir. Oui. Certains, ils vivent des choses vraiment, vraiment difficiles. Mhm. Quand je vais dans des milieux un peu favorisés, on me dit, oh non, c'est Gilbert, vous écrivez sur des sujets un peu difficiles. Mais quand je vais dans des milieux défavorisés, il n'y a personne qui fait cette réflexion. Ils sont tous Oui. à fond dessus et il n'y en a pas un qui dit, oh dis donc, parce que leur quotidien, il est hyper dur. Oui, et puis même dans les milieux favorisés, des fois, c'est juste maquillé, hein, c'est... Ben voilà. Ben, comme Brandy qui vit dans sa super maison, qui a tout ce qu'elle veut au niveau matériel, et puis ça va pas du tout en fait. Donc, ça aussi, j'aime bien le dénoncer. Voilà. Ben, je voulais-
Ouais, et derrière nous, le silence, c'est pareil. Le papa de Yuna, il la surgâte, il lui offre plein de choses, quoi. Hein. Et puis, ça veut rien dire. Et juste, je reviens aussi sur un des personnages qui a un blog et qui écrit dans son blog. Et du coup, toi aussi, tu as un blog. Moi aussi, j'ai un blog. D'ailleurs, c'est à cette occasion qu'on se rencontre. Et oui, quelle importance tu accordes justement à cette manière de communiquer avec ton public parce que j'ai vu des articles dans le blog où ça parle assez des ouvrages ou de ce que tu es en train de vivre. Est-ce que tu fais des articles sur comment tu travailles, justement les J'en thèmes? fais peut-être pas assez. J'en fais peut-être pas assez. En général, euh, moi, je trouve par exemple que les invitations sur les salons, tous ces bénévoles-là, j'en avais parlé aux Assises de la littérature de jeunesse, mais ils font un travail formidable. Donc déjà, quand je fais un petit résumé de ce qui s'est passé, je trouve que c'est leur rendre hommage, parce que c'est un énorme boulot en amont, et donc de raconter ce que j'ai vécu, de mettre des photos, c'est mettre aussi l'attention sur eux, sur leur travail, sur ces gamins qui se sont investis, ces enseignants, ces médiathécaires. Donc j'aime bien pouvoir faire ça, leur rendre un peu de ce qu'ils m'ont donné, parce que moi, quand je rends des salons, je suis vidée physiquement parce que voilà, mais ils donnent tellement d'amour, les lectrices, les lecteurs, le public, ils sont tellement, ils sont motivants. Donc je me dis, à moi aussi de leur rendre par cet article de blog tout ce qu'ils m'ont donné en fait, de les remercier. Et puis le blog, contrairement à Instagram qui est fugace comme ça où on zappe un peu, je me dis c'est un peu comme si on entrait chez moi quoi. Je laisse voir ce que je veux, mais au moins on peut faire défiler les articles, on voit un petit peu. Je pense qu'on devine aussi, voilà, qui je suis, les thèmes. Il y a plein de gens qui sont pas du tout réseaux sociaux, Insta, Facebook, etc. Et qui me disent, on est allé sur votre blog, on a vu votre façon de travailler, c'est plus fourni. Voilà, j'en mets un peu plus que sur Instagram. Donc c'est vrai qu'Emma, ben, ça ressemble à ce que je fais. Elle partage avec son lectorat. Le blog, ça permet ouais, de montrer plusieurs photos, de raconter. Et puis, je touche aussi des personnes, voilà, hein, qui sont souvent les enseignants viennent beaucoup, et puis des personnes plus âgées aussi, qui n'ont pas du tout envie d'aller sur Insta et qui sont super contentes d'aller voir ces articles. Je trouve que ça fait voyager aussi. Je me dis, moi, j'ai de la chance. J'ai voyagé avec mes livres, je suis allée dans telle ville et tout. Et ben, j'aime bien partager ce que j'ai vu. Voilà, c'est du partage. Je me dis, personne n'est obligé, hein, on passe pas, on va pas. Non, Mais mais ouais, c'est du partage en fait. c'est super intéressant de voir aussi tes cahiers et tout ça. Je pense que ça intéresserait tes lecteurs de voir comment tu travailles, ton environnement, etc. Je me souviens pas avoir vu dans ton fil Insta, parce que pour le coup, moi, Instagram, c'est mon dada. Parce que c'est de l'image et que j'aime bien ça, l'image. Et du coup, ouais, en tout Oui, cas, je partage pas assez, ouais. ah non, je ne dis pas C'est, assez ou pas assez, ouais, c'est pas un c'est vrai, jugement, mais mais je le c'est vrai fais pas beaucoup. J'y pense pas en fait. ouais, c'est ça, mais c'est en tant qu'aspirant autrice et en tant que lectrice, c'est vrai que c'est intriguant de savoir ce qui te motive, ce qui te bouge, enfin, dans quel environnement tu arrives ou non à travailler. Là, je viens de finir la lecture d'une biographie de Fanny Stevenson, la femme de Robert Louis Stevenson, et où c'est écrit que lui, il écrivait, mais genre, il pouvait écrire il était archi malade tout le temps, il toussait tout le temps, et il arrivait à écrire n'importe où, en fait. Et il y a d'autres auteurs qui ont besoin d'avoir les bonnes conditions, qui fassent la bonne température, tout ça. Voilà, donc Mais c'est vrai que je le raconte tellement d'interventions que je me dis, je pense pas à tous les lecteurs derrière leurs écrans que je ne rencontrerai peut-être jamais ou quoi et à qui je le dis pas. C'est vrai, Ah oui, ok, c'est donc vrai. tu t'en parles quand Ah tu... oui, pendant les interventions,
tellement toutes ces questions que du coup, j'ai l'impression que c'est évident. Mais oui, c'est vrai que non. Que non. Ouais. J'ai... C'est fou parce que quand on est, bah, tu le sais, puisque voilà, tu écris aussi, mais on a l'impression de se livrer énormément quand on écrit. Moi, j'aime beaucoup la cité. Enfin, je sais que quand les gens posaient des questions à Francis Cabrel, j'utilise toujours cette image, mais c'est vrai, il disait, mais si vous voulez me connaître, écoutez mes chansons, vous saurez tout de moi. Moi, j'ai l'impression que quand j'écris mes livres, presque, voilà, ma vie est complètement étalée, tellement on se met dedans avec nos émotions, sauf que du coup, comme on tricote du faux, du vrai, les gens ne savent pas vraiment. Mais, euh, mais du coup, j'ai l'impression déjà de beaucoup, beaucoup en dire à travers mes livres et j'ai déjà l'impression ouais. Donc, je me dis, bon, si en plus, voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a qui racontent tout ça. Et... Bah voilà, du coup, on a J'y fait. penserai, Non, mais on j'y a fait penserai. cette interview. On a déjà. Ce sera. Tu pourras la publier sur ton blog pour raconter C'est ça, un peu ta vie d'autrice. Et tu dis auteur ou tu dis autrice? autrice. Parce qu'en fait, c'est un mot qui existait, qui a été banni et qui revient, mais qui était le vrai mot comme illustratrice. Donc, voilà. Alors, les gens disent autrice, ça fait autruche, Ah oui, non, c'est ça, j'ai actrice. entendu Les ça. enfants se trompent des fois, ils me disent, vous êtes une actrice, et ils confondent. Bon. Mais c'est vrai, du coup, ou écrivaine. Mais écrivaine, tu vois, c'est drôle, je me sens pas légitime. Que n'importe quoi, mais voilà. Quand on dit écrivaine, je sais pas, un écrivain, une écrivaine. Comme Ah quand on se ouais. met des barrages dans la tête. Alors là, ça c'est quand même marrant. Et du coup, Ouais. le syndrome de l'imposteur ne disparaît donc jamais. Ben, chez moi, il a été très violent. Il a commencé à s'amenuiser, donc ça va mieux, je dirais. Ça va mieux. Mais pouf, je l'ai eu, je crois, jusqu'en 2019, alors que j'ai été publiée en 2011. Et au bout de combien de livres donc? Combien Beaucoup, d'ouvrages publiés? Parce que, je beaucoup. sais pas, t'en as combien là, à ton actif? Je suis à presque une centaine, je pense. Ouais, ok. Donc, Une fois, c'est une de mes lectrices qui a compté, qui m'a dit bientôt le centième. Donc, en fait, il faut que j'aille recompter parce que j'ai vu tout et n'importe quoi sur Internet. Je vois défiler tous les chiffres. Nancy Gilbert a écrit tant. Je sais pas comment les gens comptent. Ça me fait mourir de rire. Je me suis dit, bon, il va quand même falloir que je les compte vraiment parce que c'est n'importe quoi. Et comme ça bouge en plus, selon les mois ou quoi, pouf, tout d'un coup, il en sort trois. Alors, du coup, le chiffre a encore changé. Même moi, je suis perdue. Donc, il faudrait que j'aille vraiment les recompter. Mais oui, on va dire que ça tourne autour de ça. Mais oui, je l'ai eu très, très, très longtemps. Très, très, très longtemps. Ça, je pense que j'en discute avec certains auteurs et autrices ou illustrateurs ou illustratrices. Ça vient de la place qu'on nous a donnée aussi en tant qu'humain, je pense. C'est pas que le travail. hmm. Parce que moi, j'avais beau avoir autant de chroniques et des prix et tout ça. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose qui doit se débloquer en nous aussi, en disant j'ai le droit d'écrire ce que j'écris. Et Hmm. comme ce que j'écris, ça me représente, j'ai le droit d'être qui je suis. Et donc, Hmm. ça passe par là, en fait. C'est un long travail. Mais il y en a, ils se sentent légitimes tout de suite. Un livre, ils sont... Non, moi, il m'en a fallu... Voilà, il m'en a fallu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis c'est dur d'entrer dans ce milieu, tu dois savoir, hein, Hmm. d'avoir la reconnaissance de ses pairs, des libraires, de, de trouver sa place. Moi, ça a été un très, très long cheminement. Hein. Je suis rentrée par la petite porte, sans connaître personne. J'ai vraiment gravi les marches courageusement. Mais du coup, ouais. Et là, quand on me dit Nancy Gilbert, je crois que je le réaliserai jamais. Tu sais, c'est vrai, hein. Je pense que ça a été tellement long que je crois que j'aurai toujours ce truc de me dire je dois prouver, on attend mon roman, on peut me dire qu'il n'est pas bon. Enfin, je suis encore là-dedans. Alors, moins qu'avant, mais ouais, je pense Waouh. que j'y suis encore pour un moment. Oh non! Je suis encore toujours émerveillée quand on me fait une belle chronique. Enfin, ça reste. Mais ça C'est c'est fou, bien. hein.
Ça, c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Mais je me dis quand même, il y en a, ils s'en fichent, ils ont plus besoin de ça, ils écrivent. Ah, tu crois? Je pense que ça fait toujours du bien d'avoir une bonne critique et ça Mm. fait toujours mal d'avoir une mauvaise critique. C'est pour Oui, ça que je ne regarde pas c'est ni ça. l'un ni l'autre. En plus, c'est super subjectif. Donc je me dis, voilà, on peut pas s'attacher autant aux mots de quelqu'un. C'est très Mm. subjectif, une chronique. Vraiment très subjectif. Donc ça vient petit à petit. Voilà. C'est beaucoup venu avec les interventions scolaires. Ce Mm. lien que j'ai avec les lecteurs et les lectrices, ou après j'ai le retour des enseignants qui ne se voient pas forcément, que le public ne sait pas, mais moi j'ai les mots. Mm. J'ai les mots des enseignants et les mots des enfants. Et ça c'est hyper précieux, puisque j'écris pour eux. Et quand les enfants me disent ton livre, puis vraiment qu'ils ont les étoiles, et que les parents me disent on l'a lu beaucoup de fois, et qu'est-ce que ça lui a fait du bien, ou bien ce gamin qui lit pas du tout, il a lu votre livre. Tout ça, c'est des petites choses, ça s'accumule en fait. Et c'est comme ça que je me dis, allez, c'est bon, j'ai une place là. Voilà. L'écrivaine, l'étiquette. Ouais, ouais. Ouais, parce que du coup, après, bon, c'est un peu délicat comme question, mais est-ce qu'il y a eu un certain nombre de livres édités qui ont fait qu'à un moment, tu as pu en vivre confortablement ou est-ce que tu es toujours à la recherche de... Enfin, est-ce que c'est toujours la guerre de... Ouais, en fait, j'en vis, je crois, depuis 4-5 ans. Donc, ça va faire 11 ans. Ouais, c'est ça. On va dire, depuis 4-5 ans, je commence à en vivre. Voilà, je peux dire que j'en vis. Voilà. Mais je ne refuse aucune intervention. Je Hmm. n'ai pas le luxe de certains auteurs qui vont dire, moi, c'est bon, mes droits d'auteur, je prends telle intervention là et après stop. Bon, moi, bah, tu le vois, hein. Je suis la petite fourmi qui court partout parce que pour vivre, voilà, j'ai besoin à la fois des droits d'auteur, des avaloirs, des interventions. Donc, je refuse très, très, très rarement une intervention scolaire ou une intervention quelque part parce que je peux pas, j'en suis pas encore à ce luxe-là de pouvoir dire, oh non, là, j'en ai pas besoin. Non. Ok, ok. Ah, mais c'est intéressant, merci d'avoir partagé ça. Et parce que même avec 100 livres, du coup... Bah oui, bah déjà, il y en a qui ont été pilonnés. Il y en a les maisons d'édition disparues. Donc on dit 100, mais on est tous en auteur jeunesse, c'est pareil. Il y a au moins un quart des livres qu'on a fait qui ne sont plus dans le circuit parce que ça périme très vite, parce que si l'éditeur fait pas un énorme travail ou que le livre prend pas tout de suite, bah, il tombe vite un peu en oubli, donc il ne nous rapporte plus grand-chose et on fait plus d'intervention dessus. Donc du coup, moi, il y a quand même, je vais dire, 20 ou 25 livres très solides qui me permettent de tourner sans arrêt. Mais on va dire que c'est peut-être entre 20 et 25 qui sont mes piliers d'intervention. Le reste, voilà, c'est des livres qui ont été là ou qui ne sont plus là. Donc ça tourne très très vite, hein, surtout en jeunesse. Hmm. Donc après, l'éditeur, des fois, il continue son travail, il continue à les vendre sur les salons, un peu au compte-gouttes comme ça. Mais quand on sait qu'on touche entre 3 et 5%, voilà. Moi, je vis vraiment grâce à, ouais, je dirais une bonne vingtaine de livres, toujours les mêmes, qui me permettent voilà, vraiment d'assurer mon travail, quoi. Et alors, le mot de la fin, c'est comment on peut aider, comment on peut t'aider toi en tant qu'autrice ou comment on aide les auteurs vivants? Comment on aide les auteurs vivants? Bah déjà, acheter les livres en librairie, voilà, pas sur Amazon. Tout ce que tu fais là, c'est-à-dire une interview, voilà, parler du travail, offrir les livres, inviter les auteurs et les autrices. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai réussi à creuser ma petite place parce que les gens m'ont dit, ah bah tiens, j'ai parlé de ton livre à ma collègue
qui enseigne là, et le bouche à oreille, en fait. Je pense de toute façon que le bouche à oreille est super important. On se fait aussi avec sa réputation. Ça, je l'ai vu autant en mal qu'en bien, mais on se fait aussi avec sa réputation. C'est-à-dire que quand moi, je pense pas toujours à demander pourquoi on m'a contacté ou pourquoi on m'a invité. Soit c'est parce que le sujet du livre correspond au thème du salon, par exemple. Mais des fois, on me dit, ah, ben, c'est tel collègue qui a parlé de votre intervention là. Voilà. Donc moi, chaque intervention, c'est comme si c'était la première. C'est-à-dire, je donne tout, c'est précieux, je réponds aux questions des enfants, parce qu'on ne sait jamais ce qui va découler derrière. On ne sait jamais quelle personne on va croiser. Donc, tout est important. Ok, C'est ok. important. Et tu t'envisages pas le blog justement comme une nouvelle source de revenus ou parce que je reparle de Audrey Alouette là, mais par exemple, ça se fait de plus en plus là maintenant les Tipeee ou les cagnottes en fait que les auteurs mettent en place pour percevoir des fonds directement des lecteurs. Euh, D'accord. Parce que, Bah, ah tu oui, vois, d'accord, je l'aurais tu pas. connais pas. Non. Alors bah, il faut que tu ailles voir sur Utip ou enfin Utip et Tipeee. En fait, ça vient, je pense, surtout des États-Unis. C'est des manières d'échanger directement avec le public où tu partages un ouvrage qui peut être diffusé chapitre par chapitre. Et au bout d'un chapitre, il y a des personnes qui peuvent financer la suite, D'accord. qui aident. Bah, tu vois, c'est vraiment très loin de moi, ça, en fait. J'y pense pas du tout, tu vois. Je Et suis très ben, peut-être classique dans ma façon de fonctionner, mais non, mais en fait, tout maintenant, ça, c'est. ça donne des pistes, en fait. C'est Mm. vrai. Mm. Parce que moi, quand je lis un livre, par exemple, là, enfin, j'adore aussi, j'aime bien les lieux où il y a des livres, donc j'adore aller dans les librairies. Là, ce week-end, j'en ai eu pour. Enfin, bon, je ne vais pas dire combien j'en ai Tu eu. ne diras pas le montant. Je dépense beaucoup de sous en librairie. Mais j'aime bien aussi lire en médiathèque. Et pour le coup, bah, quand je me rends compte que j'ai adoré un bouquin en médiathèque, bah, je suis embêtée parce que finalement, l'auteur, bah, qu'est-ce qu'il va toucher donc, On touche des droits sur les ouvrages en médiathèque. C'est un organisme qui s'appelle la SOFIA. Donc, c'est tout décalé. Tu vois, là, par exemple, je touche les droits des livres achetés en 2019. Tu vois, et on est en 2022. Il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. Et donc, en fait, chaque fois qu'une bibliothèque, une médiathèque achète nos livres, si on est inscrit à la SOFIA, on touche un petit chèque quand même. hmm. Donc, avec ça, c'est bon, c'est tranquille. On a notre rétribution des livres achetés en médiathèque. Oui, Et oui, au oui. contraire, c'est bien parce que un livre emprunté souvent en médiathèque, du coup, les médiathécaires, parce qu'elles en ont beaucoup, elles se disent, tiens, on va peut-être en acheter un deuxième ou un troisième, parce qu'on voit que celui-là, il sort beaucoup et que les gens le demandent beaucoup. Du coup, moi, c'est pas rare que j'arrive dans une médiathèque et il y ait plusieurs exemplaires d'un de mes livres. Parce qu'elles me disent, il est tellement emprunté souvent que du coup, on en a acheté plusieurs. Ah, Donc, génial. c'est très, très bien d'aller en médiathèque. C'est pas du tout gênant et c'est un complément, je trouve, pour les lecteurs. Et en général, un lecteur de médiathèque, c'est aussi un lecteur qui va en librairie, qui achète en librairie. Donc, pour moi, c'est pas, tu vois, Hmm. c'est pas incompatible. Et sachant qu'en plus, on touche des droits. Donc, c'est bien. Ouais, ok. Et bah écoute, du coup, si tu veux faire comme Emma et rentrer plus en lien avec tes lecteurs et tes lectrices, tu sais que tu peux aussi compter sur ça. Tu peux aller voir du coup, bah, par exemple, Audrey Alouette ou Lucille Gomez, qui est D'accord, avec qui Pierre, mon conjoint, a travaillé, il fait du coaching d'artiste aussi. Euh, d'accord. et il a aidé à mettre ça en place et ben maintenant ça lui fait Ça fonctionne. un vrai revenu tous les mois où elle a pu refuser des éditions qui lui plaisaient moins pour se D'accord. consacrer à ce qui la passionnait vraiment. Voilà. Ah, c'est bien, c'est bien. Moi, on me demande aussi, est-ce que vous faites des chaînes YouTube? Est-ce que vous donnez des conseils en ligne? Oh, et tu vois, là, c'est vraiment un domaine où je suis pas excellente. C'est ce que je te disais. Je peux écrire,
Mais la promotion, alors j'ai mon petit truc de fourmi avec mes lecteurs, mon Instagram, mais c'est compliqué pour moi, tu vois, de faire ce que tu dis, de commencer à me dire oh là là. Et puis je le fais en direct, en fait, avec quand je suis invitée. Mais c'est vrai que je suis pas très. C'est un domaine, c'est pour ça que je te dis, je pourrais pas être ni éditrice, ni dans l'auto-édition. Je trouve qu'il faut être très débrouillard et avoir. C'est une autre façon de faire. Mhm. Je trouve que c'est un autre don pour moi, tu vois. Est-ce que, par exemple, ça te dirait, c'est quelque chose qui t'intéresserait de parler en direct avec des aspirants écrivains, Ah écrivains. oui, ça serait. Et on me l'a déjà demandé en plus. Mhm. Et on m'a dit, mais quand est-ce? Ça fait plus d'un an qu'on me l'a demandé, tu vois. Parce que moi, mon premier roman, c'est 2018, donc le temps que les gens se rendent compte que j'écrivais des romans. Et on m'a dit, mais tu veux pas donner, expliquer, montrer tes carnets. Ah, mais j'ai dit, mais oui, mais je le fais pas parce que j'ai pas le. Je sais pas le faire en fait. Je connais pas la façon dont il faut s'y prendre en fait pour monter le truc, tu vois. Ok, bah écoute, si ça te dit, Mais volontiers. c'est à toi pour une prochaine intervention. Ah non, mais clairement, clairement. Et puis il y a plein de gens qui m'ont dit, ah, mais on s'inscrirait, on adorerait, nous on habite loin, on vous a jamais vu, on voudrait vous écouter parler. Oui. Et, et c'est quand que tu le fais? Ok, Et ok. plein de fois on me l'a demandé. Même les profs doc. Elles m'ont dit, vous parlez aux élèves, mais nous aussi on aimerait que vous nous parliez. Oui. Mais je le fais pas parce que j'ai pas l'outil. En fait, je vois pas, tu vois, la conception du programme. Là, Ok, ok. Bah écoute, je te ferai passer des liens et puis je réfléchis à quelque chose. Je t'en eh ben, reparle plus super, tard. avec très grand plaisir. Ah oui. Bon, bah chouette. Et ben écoute, je vois que ça fait plus d'1 heure et demie qu'on discute. T'as vu? C'est Je incroyable. pensais à ça, tu sais, dans le film Le Dîner de con, avec le mec qui parle de ses allumettes. Moi, tu me branches sur le film. Et ça peut durer tout là. Des fois, je te jure, la sonnerie retentit et on continue à parler et les élèves ne sortent même pas. Et les maîtresses disent, bon, il faut que Nancy Gilbert, elle y aille. Ils disent, oui, mais on a encore une question. J'ai dit, mais vous savez, on pourrait rester tout l'après-midi. Parce qu'entre tous les livres, tout ce qu'on a raconté, si on veut, on s'arrête plus. Hein. Bah ouais, je suis désolée, j'ai vraiment, vraiment pas vu le temps passer. Et tu vois, J'avais dit 20 minutes, une demi-heure. Et puis... j'ai pas vu non plus. Hein. Bon, bah, Maintenant, il faut que j'aille bosser. Et toi aussi. bah oui, carrément. En plus, tu vois, là, tous les jours à 15 h, normalement, je suis en live sur une chaîne Twitch pour montrer mon travail de réalisatrice. Je réalise un C'est film vrai? d'animation direct et normalement, ça commence à 15 h. Tu vois, je n'ai vraiment pas vu le temps passer. Super. Tu m'enverras les liens, tout ça, vers ton travail parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et puis, il y a plein de gens qui posent des questions aussi. Comment on fait? Est-ce que tu aimerais pas voir tes livres? Et donc, je me dis, bon, c'est quand même une autre facette de métier qui est vraiment extra. Mais tu vois, ça, pour le coup, c'est clairement pas, je ne sais pas faire. Mais c'est très Chacun ses... facile. C'est très facile. Peut-être tu le feras plus bientôt. Merci infiniment pour ce temps et pour ces partages, cet échange. Merci à toi. Mm. C'est vraiment très, très chouette. Et puis, bah, j'espère te voir bientôt à la librairie d'Étincelles Ça serait à super, Valence. hein? J'ai J'ai appris découvert ça. Écoute, que tu avais un super. fan club, tu as un fan club à Valence maintenant. Et ben, merci infiniment. C'était vraiment Merci à toi, Hélène. Merci beaucoup. au plaisir de se retrouver. Alors, à bientôt. À bientôt.